Et salut tout le monde, je suis Ectelion et je vous accueille aujourd'hui dans le bazar pour vous reparler de jeux de rôle. Aujourd'hui, on va reparler des Terres du Milieu, on va reparler de The One Ring V2 sorti chez Free League en 2022. Donc j'ai déjà fait une première vidéo pour ceux qui ne l'auraient pas vu dans laquelle je présente déjà le jeu, l'univers et tout ça, enfin bref les grandes lignes du jeu. Mais dans cette vidéo-ci, on va s'attarder plus longuement sur le système. Mais avant de commencer, deux petites choses à vous dire. Tout d'abord, donc ce jeu je ne l'ai pas acheté, il m'a été offert par Free League en PDF, donc je vais vous critiquer le système de la V2 en VO. Bon, évidemment c'est le même système en VF, mais voilà, les termes que je vais utiliser sont ceux de la VO puisque c'est celle que je possède. Et encore une petite chose, je m'excuse un peu du retard, j'avais dit la semaine prochaine il y a 2 semaines, donc voilà, je m'excuse un petit peu, j'ai expliqué un petit peu les raisons du retard dans la vidéo annonçon qui est sortie entre temps. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, et sinon nous on est parti tout de suite pour le système de jeu, et comme dans tout système, on commence par la création de personnages. La création de personnages dans The One Ring V2, elle est assez simple. Vous allez tout d'abord commencer par choisir votre culture. Dans le livre de base, vous avez accès à 6 cultures. Vous avez accès en fait à ce qu'on trouve en Eriador. Vous n'avez pas encore accès à tout ce qui est Gondorien, Rohirrim, Suderon, etc. Ça, ce sera sûrement pour les DLC d'après. Mais pour l'instant, vous n'avez accès qu'aux 6 cultures suivantes. Les hobbits du comté, les elfes du Lindon, les nains de Durin, les hommes de Brie, les rangers du Nord et les bardlings. Alors les bardlings, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'ils les ont traduits en français, mais en gros ce sont les gens qui suivent Bard. Bard étant un personnage assez important dans le Hobbit, c'est un humain qui a aidé à la bataille des 5 armées, tout ça, à Erebor, qui a vaincu Smaug notamment. C'est lui qu'on voit, vous savez, tirer dans les films par exemple. Et bien, donc ce sont les gens qui suivent Bard, donc tous ceux qui viennent de Dale et Erebor, etc., etc., des gens très loin là-bas dans les montagnes. Donc voilà, une fois que vous avez choisi votre culture, vous allez avoir des choses à noter. Chaque culture a ses propres, on va dire, des feats pour faire un peu des parallèles avec Donjons et Dragons, pour parler aux ceux qui connaissent mieux Donj. Mais en gros, voilà, vous avez comme des avantages qui vous sont donnés. Par exemple, tu choisis telle culture, tu as plus 2 de hope, donc d'espoir. Quand tu fais telle action, tu as plus 1 dé parce que tu es comme ci, tu es comme ça. Bref, vous allez avoir comme un package. Et ensuite, on va vous donner vos attributs. Les attributs dans le jeu, il y en a 3. Vous allez commencer par Strength, ensuite vous allez avoir Earth, et ensuite vous allez avoir Wits. Donc force, cœur et plutôt esprit, tout ce qui se passe dans la tête. Voilà, ces 3 attributs-là, vous pouvez soit les rouler indépendamment sur un D6. Si vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va vous donner le chiffre qui convient dans, dans chacun des attributs. Pardon. Ou alors vous allez pouvoir choisir une ligne en disant, par exemple, je prends la ligne 2, ça me donne 7 en force, 6 en Earth et puis 4 en Wit, par exemple. Dans ce cas, vous allez jouer plutôt un bourrin. Donc voilà, suivant la culture que vous avez choisie, ça va vous donner différents chiffres. Alors, il faut essayer de prendre le plus haut dans ce que vous voulez faire, tout simplement parce que, comme je vous ai dit la dernière fois, au niveau des jets, je réexpliquerai après, mais vous allez devoir battre une difficulté qui va être fixée par cet attribut. En fait, la difficulté, ça va être 20 moins votre attribut. Donc, si par exemple vous avez 7 en force, et ça va être 20 moins 7, ça fait 13. Donc, quand vous jetez les dés, il faut dépasser 13. Voilà. Donc plus vous avez un attribut assez haut et meilleur c'est plus la difficulté sera simple à dépasser. Voilà, une fois que vous avez noté ça, on va vous donner vos skills, vous en avez pas quelques-uns, donc ils sont fixes au début, donc suivant les cultures, vous allez avoir des skills à plus ou moins d'endroits. Et ensuite, on va vous demander de faire quelques choix qui pourront modifier justement ces skills-là, histoire que vous puissiez vous approprier votre personnage. Et une fois que vous avez fini avec vos skills, vos attributs et les calculs dérivés de cela, comme votre endurance ou votre hope par exemple, eh bien vous allez pouvoir choisir une distinctive features qui va vous permettre de personnaliser un petit peu votre personnage. Il y en a quelques-unes par culture, vous allez devoir faire 1 ou 2 choix parmi une liste. Et puis voilà, ça va vous donner déjà un package de vie de départ. Votre personnage est presque terminé. Et maintenant que ça c'est fait, il va vous falloir choisir comment votre personnage a été appelé à l'aventure, ce qui le pousse à l'aventure. Donc vous allez choisir entre guillemets votre classe qui va venir repersonnaliser un petit peu le tout. Là aussi vous avez encore 6 choix à faire, donc Messenger, Champion, Warden, donc gardien, Treasure Hunter, donc chasseur de trésors, j'ai dit Scholar et puis Captain. Voilà, donc là vous avez les 6. Chaque appel va vous donner d'autres modificateurs, des armes avec lesquelles vous êtes bon, etc., etc., pour venir finir de personnaliser votre personnage. Et techniquement parlant, votre personnage ensuite il est prêt à partir à l'aventure.
Il vous reste une dernière chose à faire, et cette chose on la fait en groupe, parce que on part du principe que quand vous allez commencer l'aventure, votre groupe va se connaître. Vous allez déjà être ensemble depuis un certain temps, ou alors depuis pas très longtemps, mais peu importe. Par contre, votre groupe va répondre à un patron. Si vous préférez, c'est un petit peu comme Gandalf qui vient taper à la porte de Bilbo pour lui demander s'il veut rejoindre la compagnie, etc. Des patrons, vous en avez plusieurs, notamment Gandalf ou Tom Bombadil, pourquoi pas, voilà, si vous êtes masochiste, ou Círdan, etc. Et donc, chaque patron va vous permettre d'avoir accès à différents bonus. Et une fois que vous avez appliqué ces bonus, eh bien, vous êtes prêt à partir à l'aventure. Il vous reste qu'à choisir votre safe haven, donc votre sanctuaire si vous préférez. Et voilà, on en a terminé, le groupe est prêt à partir, donc c'est vraiment une création de personnage qui se fait une partie individuellement, et encore je pense qu'il faut quand même mieux se concerter avec le groupe, et pour finir, donc vraiment en groupe où là on décide, bah voilà, nous c'est Gandalf qui est venu nous chercher, voilà pourquoi est-ce qu'il est venu nous chercher à l'origine, peut-être que vous avez déjà fait une aventure précédente et c'est à cause de ça que Tom Bombadil était venu vous chercher, ou que vous l'avez rencontré, etc., etc. Vous racontez un peu l'histoire de votre groupe avant de commencer à jouer. Voilà, donc une fois que votre personnage est fait, vous allez aussi avoir à choisir vos équipements de départ évidemment, mais ça on va pas non plus épiloguer là-dessus. Donc maintenant que vous avez votre personnage, il est temps de passer au système hors combat. Pour la partie hors combat, j'ai décidé de splitter un petit peu en deux, donc je vais d'abord vous expliquer un jet de normal que vous allez faire les 3/4 du temps, et puis après je vous expliquerai donc les phases dans une seconde partie. Mais commençons par les jets normaux. Alors un jet normal hors combat, c'est assez simple, vous allez prendre un des 12, vous allez ajouter un nombre de D6 équivalent au rating que vous avez dans le skill, donc si par exemple vous voulez faire un jet de stealth, mettons, vous avez 2 en stealth, et bien vous jetez un des 12, plus 2 D6, vous jetez le tout, et il faut dépasser la TN, donc le target number, la cible de votre wit, puisque stealth est associé à wit. Voilà, donc si par exemple j'avais 13 en wit, c'est bien dans ce cas-là, 1 des 12 plus 2 des 6 et je dois battre 13. Voilà, à noter encore 2-3 petites variations sur les jets. Déjà sur votre D12, alors si vous avez les dés officiels que moi je trouve absolument dégueu, mais ça c'est une affaire de goût, sur le 11 et le 12, vous allez voir que s'il n'y a pas les numéros, c'est remplacé par des symboles. Voilà, une spécialité de chez Free League aussi, ça pour nous faire acheter des dés spéciaux. Mais sur le 11, il y a une rune de Gandalf, et sur le 12, il y a un œil de Sauron. Alors, ces symboles-là, en gros, d'ailleurs je vous ai dit une connerie la dernière fois, mais quand vous tombez sur la rune de Gandalf, on n'a même pas besoin d'additionner, c'est forcément une réussite. Si jamais vous tombez sur l'œil de Sauron, et bien dans ce cas-là, c'est pas forcément un échec comme je vous ai dit la dernière fois, mais ça compte comme 0. Donc c'est beaucoup plus dur forcément d'y arriver, c'est presque un échec, mais je vais pas faire preuve de mauvaise foi, je me suis trompé la dernière fois, je vous ai dit que c'était un échec automatique, c'est faux, c'est juste que le dé vaut 0. Une fois que vous avez compris ces symboles-là, il vous reste des symboles sur les 6, donc voilà, vous avez des petites runes elfiques. Alors il y en a une ou deux suivant les faces. En gros, ça va pour déterminer à la fois le degré de succès. Donc plus vous avez de symboles elfiques, plus votre succès va être élevé. Et aussi, ça peut servir quelque part de monnaie. Par exemple, Thomas et Sophie veulent passer discrètement derrière un garde. Les deux jettent leur jet, donc Sophie a 3d6 plus 1d12, et Thomas, lui, il a juste 1d12 parce qu'il n'a aucun rang en stealth. Et bien dans ce cas-là, Sophie, mettons qu'elle réussit et Thomas, il échoue. Et bien dans ce cas-là, Sophie peut décider de dépenser ses petits symboles elfiques pour que elle peut dépenser un point de symbole elfique pour que le jet de Thomas soit une réussite. Voilà, vous avez un petit tableau comme ça qui vous explique comment vous pouvez dépenser ces petits symboles-là, ces petites runes elfiques. Voilà, alors, une petite chose à noter sur les dés. Moi, personnellement, je trouverais ça beaucoup plus pratique de jouer avec le set de dés officiels. C'est un petit peu la première fois que sur un jeu Free League, je me dis, sans les dés officiels, ça va vraiment être galère. Là, j'avoue que je préférais avoir les dés officiels parce que ça me paraît assez compliqué sans. Avec les runes et tout, voilà, faut se souvenir sur quelle phase c'est, machin. Bon, je trouve ça un petit peu chiant, et dans ce cas-là, je vous conseillerais d'acheter les dés, même s'ils valent une petite fortune, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà qui finit avec un jet de dés normal, mais vous allez encore avoir deux choses, vous allez avoir le Hope et Shadow, donc l'espoir et l'ombre. En gros, quand vous rencontrez des choses assez
vilaines, on va dire, des choses qui peuvent vous faire peur, des envoyés du Mordor par exemple, ou des araignées géantes, ou que vous convoitiez un trésor en particulier, ou vous trouviez un objet maudit, etc. Ça peut vous faire montrer votre jauge de shadow, donc votre jauge d'ombre, et quand vous en avez trop, quand ça dépasse votre jauge de hope, eh bien vous pouvez potentiellement péter un câble et tomber littéralement en dépression, hein, c'est littéralement ça. C'est comme je vous disais la dernière fois, la crise de Boromir, il a atteint sa jauge de Shadow d'un seul coup il pète un câble sur Frodo, et puis il s'en veut tout de suite après parce qu'il a repris ses esprits, il s'en veut mais c'est l'anneau qui lui a fait perdre les pédales. Mais c'est aussi Thorin qui convoite l'or des Rébors et qui se retrouve un petit peu affublé de cette malédiction du trésor de la montagne, voilà, puis ça le conduit carrément à la mort. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui peuvent arriver à votre personnage s'il convoite des choses, s'il fait des actions malveillantes, si il est mis en présence de choses maléfiques. Voilà, donc vous avez ça c'est votre jauge d'ombre. Et évidemment, en parallèle de l'ombre, eh bien vous avez l'espoir. Alors en gros, vous commencez avec un nombre fixe, votre jauge d'ombre elle va monter et votre espoir elle peut diminuer, soit de votre fait, soit pas de votre fait. Mais si vous décidez de dépenser de l'espoir, vous avez le droit pour gagner des bonus. Mais attention, parce qu'évidemment, quand vous baissez, l'ombre se rapproche. Et quand l'ombre atteint votre jauge d'espoir, vous devenez miserable. Donc en gros, vous devenez déprimé et ça vous implique pas mal de malus. Et voilà. Et donc, quand votre shadow dépasse votre hope, c'est là que vous pouvez péter un câble, etc. Et ça peut aller jusqu'à carrément vous faire quitter le groupe parce que votre personnage n'en peut plus, ou il est complètement corrompu par l'ombre. Ça devient en gros Gollum si vous préférez. Voilà, il part tout seul dans son coin, et, il va se mettre au milieu des bêtes, etc. Il finira par bouffer du poisson cru avec une seule chicot. Ou deux, je crois, je sais plus. Ou alors il finira bouffé par les wargs dans la forêt, on s'en fout. Et si c'est un elfe, lui il retournera au Valinor et puis il arrêtera de nous faire chier avec sa perfection. Voilà pour les jets hors combat et ce qu'il y avait à peu près à savoir. J'ai loupé énormément de choses. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de petits systèmes à prendre dedans. J'ai pas voulu faire une vidéo non plus de 2h30, vous m'excuserez, mais en gros voilà les gros points pour le hors combat du moins. Je vais rajouter une dernière chose là-dessus, vous avez aussi un système qui est optionnel, je tiens à le préciser, mais ce sera important pour la conclusion. Vous avez tout un système pour l'œil, la surveillance de l'œil du Mordor, donc en gros Sauron qui vous regarde. Donc quand vous faites certaines actions, il est possible d'attirer l'attention de l'œil et donc d'avoir des effets néfastes, on va dire, en fonction de ça et en fonction du nombre de points que vous avez généré pour sa surveillance, machin. C'est un système optionnel, mais il fait partie intégrante de ma conclusion, donc je voulais quand même l'aborder. Voilà, maintenant que je vous ai parlé un petit peu des jeux hors combat, il faut que je vous dise 2-3 mots sur les phases. Et bon, c'est assez important dans le jeu. Je vais pas trop rentrer dans le détail, ça me prendrait vraiment trop longtemps, mais je voulais juste l'aborder rapidement. Donc, les phases, moi, c'est ce que j'appelle le côté un petit peu board game très cher à Free League, et qui est présent un petit peu dans tous leurs jeux, qui a tendance à me repousser, mais dans ce jeu-là, je les trouve plutôt bien faites. Et donc, les phases, vous en avez plusieurs dans ce jeu. Alors, notamment, par exemple, la phase de voyage. Donc, quand vous décidez d'explorer la carte, vous partez d'un endroit, vous allez à un autre. En gros, vous faites du X-Scroll, et donc, dans ce cas-là, vous rentrez dans une phase de voyage. Chacun choisit son rôle. Vous avez des petites mécaniques à aborder, à mettre en place pour pouvoir arriver à destination. Est-ce que vous avez rencontré des choses dans le chemin? Vous avez carrément une petite feuille pour le déroulé du voyage. Ça, c'était pour le voyage. Vous avez aussi la Fellowship Phase. Donc là, je pense qu'en français, ils ont traduit ça par phase de communauté. Moi, j'aurais traduit ça par phase de fraternité parce que la nouvelle traduction. Et que j'aurais préféré que Edge utilise les nouvelles traductions, mais c'est pas grave. Ce sera juste un petit peu plus mêlant pour tout le monde de voir des traductions différentes partout, c'est pas grave. Donc la phase de Fellowship, c'est un petit peu l'équivalent de la phase de ville qu'on a dans des jeux OSR ou dans les anciennes éditions de Donjons et Dragons. C'est en gros la phase où tu vas un petit peu te reposer, t'es parti à l'aventure, tu reviens, tu te calmes un petit peu, tu vas voir ta femme, tes enfants, tu vas écrire une chanson ou quoi que ce soit, et tu vas pouvoir dépenser notamment tes points d'expérience. Bref, tu vas pouvoir faire certaines choses que tu ne peux pas faire normalement en phase d'aventure, parce qu'évidemment la phase d'aventure, elle, c'est là où l'essentiel du jeu va se dérouler, c'est le jeu de rôle normal, on va dire, ce qu'on a l'habitude de faire, avec les combats, etc.
Vous avez aussi la phase de conseil. Donc là, c'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Par exemple, notre groupe veut aller voir un roi elfe pour négocier un passage. Eh bien, on va faire ce qu'on appelle une phase de conseil. Donc, vous allez définir l'objectif. On va lui attribuer une difficulté et en fonction du déroulé de la phase de conseil, donc vous allez vraiment faire du roleplay sur cette rencontre-là pour essayer de convaincre le roi de vous laisser passer. Et donc, en fonction de ce que vous allez faire, vous allez ou pas réussir à vaincre la difficulté et donc à arriver à négocier votre passage. Voilà, donc ça c'est pour la phase de conseil. Et puis, je vous ai raconté le voyage, machin. Je pense pas en avoir trop oublié. C'est possible, il y en a quand même pas mal des phases. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque phase a un petit peu ses mécaniques propres. Voilà. C'est peut-être quelque part ce qui plombe un peu le jeu. Mais j'en reparlerai à la fin de tout cela. Là, je vais pas m'apesantir plus sur les phases parce que c'est déjà beaucoup. Et c'est beaucoup à lire aussi. C'est beaucoup à redistribuer. Donc, on va pas mettre 30 minutes sur les phases. Voilà, maintenant qu'on est passé tout ce qui était hors combat, on a vu rapidement les phases, et bien on peut commencer à se mettre sur la gueule en parlant du combat. Nous voilà donc rendus au combat, tout le monde veut se foutre sur la gueule, c'est très bien, mais comment ça se passe exactement? Eh bien, One Ring c'est pas un jeu à battle map, mais ça n'en reste pas moins un jeu tactique. En gros, ce qui va se passer. Mettons, vous avez deux camps, donc on a Lucas, Sophie, Roger et Bernard et Nathalie d'un côté, et puis vous avez un groupe d'orques qui fonce dessus de l'autre. Donc les orques courent dessus et ils veulent engager le combat. Dans ce cas-là, le groupe peut déjà faire une phase de volée, donc c'est-à-dire que sans que personne se soit placé ou décider quoi que ce soit, ceux qui ont des arcs peuvent tirer sur les ennemis. Donc mettons les orques veulent tirer sur les joueurs et joueuses veulent tirer sur les orques, peu importe, mais il y a une phase de volée, c'est le MJ qui décide combien de volées peuvent être tirées avant qu'on en arrive au vrai combat, c'est-à-dire à la phase de corps à corps, enfin un vrai combat, on s'entend, mais la phase un peu plus tactique. Donc ce qui va se passer, c'est que chacun va choisir sa position. Donc par exemple, je ne sais même plus les noms que j'ai donnés, mais Thomas va vouloir se mettre à fond dans le combat, ne pas faire attention à sa protection et avoir plus de bonus au niveau du combat, du corps à corps. Et bien dans ce cas, il va se mettre en ce qu'on appelle en forward stance, donc il va se mettre tout devant. Ensuite, Sophie, elle veut se mettre au corps à corps, mais n'est pas trop, ne veut pas non plus tout donner, et c'est quand même un petit peu défensive. Elle va se mettre en open stance, donc c'est un close normal. Et puis je sais pas moi, on va avoir Bernard par exemple qui lui veut se mettre plutôt en défensive, donc il va gagner, il va faire perdre à l'adversaire un dé puisqu'il est en mode protection, et lui il va perdre évidemment aussi pour attaquer. Et puis les deux autres, eux, ils veulent se mettre à l'arrière pour tirer avec leurs arcs, et ils vont se mettre en rearward stance, donc ils vont se mettre à l'arrière, et ils peuvent simplement tirer avec leurs flèches, et ils ne peuvent être attaqués que si les ennemis leur tirent des flèches aussi. Et une fois que tout le monde est placé, les ennemis, donc eux, engagent les différents joueurs, on résout les actions dans l'ordre des stances. Donc je ne sais plus si j'ai bien précisé, mais chaque stance a plus ou moins de bonus en fonction de ce que vous voulez faire. Donc par exemple, si je suis tout à l'avant, comme j'ai dit Thomas, je crois, qui lui se jetait au cœur de la mêlée, il va avoir un des bonus. Sophie, elle était normale, elle n'aura pas de des bonus. En défense, il fera perdre un dé à l'adversaire et lui perdra un dé. Et puis voilà, donc comme ça, il y a plus ou moins de choses que vous pouvez faire, plus ou moins de règles, et plus ou moins de tâches que vous pouvez faire aussi. Et ça, j'y reviens après. Donc, une fois que chaque ennemi a engagé quelqu'un, donc on résout les actions dans l'ordre des stances. Et puis, ce qu'il faut faire simplement, c'est faire un jet de skill normal. Sauf que votre jet va être modifié par la valeur de parry de l'adversaire, donc la parade. Si votre adversaire a 3 en parade, par exemple, vous allez jeter votre pool de dés. Donc, constitué toujours d'un D12 et d'un nombre de D6 suivant le skill utilisé. Vous devez battre votre force. Dans ce cas-là, si vous voulez attaquer au corps à corps, c'est encore une fois l'attribut qui est déterminé par le skill, auquel le skill est rattaché. Et donc, si mettons je veux taper avec ma hache à deux mains, je dois battre ma force, mais mon jet va être modifié par la parade de l'adversaire. Mais par contre, attention, ça ne marche que dans un sens. Si vous êtes MJ et que vos créatures veulent attaquer les personnages joueurs, et bien dans ce cas-là, ils vont simplement devoir battre leur valeur de parry à eux et non pas modifier voilà, leur jet par rapport à leur valeur de parry. Donc attention, ça peut être mêlant un petit peu au début. Non, c'est ça. Les joueurs modifient leur jet en fonction des adversaires et les adversaires, eux, doivent battre une valeur déterminée sur la fiche de chaque PJ. Voilà, donc ça, c'est grosso merdo comment ça se passe. Mais par contre, chaque
stance va vous permettre de déclencher certaines actions, certaines capacités, on va dire. Alors, donc, il y a une liste qui est fournie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Vous avez deux actions, une action de combat et une action mineure. En gros, une action majeure et une action mineure. Donc une action qui va vous prendre du temps, une action qui ne va pas vous en prendre beaucoup. Donc par exemple, je veux taper, mais je veux aussi lâcher mon arme en cours et sortir une autre arme. Dans ce cas, je vais taper, c'est mon action de combat. Je vais lâcher mon arme et en sortir une autre. Ça, c'est une action mineure. Je ne sais plus comment ils appellent ça, mais une action rapide. Et donc, voilà. Donc ça, vous avez le droit de le faire. Et en plus de cela, comme je vous disais, vous pouvez aussi déclencher des tâches en fonction de ce que vous voulez faire. Donc par exemple, je peux décider de rallier mes amis si je suis en stance open. Donc en gros, je n'ai pas de modificateur. Je peux décider de les rallier et donc de leur donner à eux des modificateurs. Voilà, ça prend une action majeure, en fait, votre action de combat, comme ils appellent ça. Donc suivant la position dans laquelle vous êtes, vous pouvez déclencher certaines tâches spécifiques. Voilà, en gros, il n'y a pas beaucoup plus à comprendre au niveau de comment se déroule le combat. C'est assez fluide. Moi, j'ai trouvé, en tout cas, j'ai bien apprécié le système de combat. Certains le trouvent un peu lourd, il peut l'être. Il y a des choses, c'est assez tactique quand même. Suivant la position, ça peut vite dégénérer. Mais moi, j'ai trouvé ça assez cool parce que j'aime bien aussi les jeux un peu tactiques. Mais non, c'était assez sympa. Au niveau des blessures, là par contre c'est pareil, quand vous mangez, parce qu'il y a pas mal de choses, ça tient sur pas beaucoup de pages le combat, mais c'est assez dense quand même à lire. Mais vous avez un système de blessures, donc vous pouvez notamment être affaibli, vous pouvez être blessé. Les blessures mettent plus ou moins de temps à guérir, vous pouvez faire des jets de healing pour diminuer le temps des blessures, etc. etc. Et puis évidemment, vous pouvez aussi mourir en combat, ça peut arriver. Donc voilà, au niveau du combat, je pense avoir fait grosso merdo le tour. Comme je vous ai dit, c'est un système qui est assez gros, donc je n'aurai jamais fini de faire le tour. Mais voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur le système de combat de One Ring. Je pense qu'on peut passer enfin à la conclusion. En conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé du système et qu'est-ce que je pense du jeu en général? Parce que la dernière fois, je vous ai fait une conclusion sur l'ouvrage en soi et ce que j'en pensais d'un certain point de vue. Mais là, je vais vous donner un autre point de vue. Alors, déjà au niveau du système, c'est un système qui est sympa. C'est pas mon système préféré, comme je l'ai dit la dernière fois, juste parce que pool 2D, etc. Mais je trouve qu'il y a quand même assez de saveur. On peut, comme ça, faire varier la réussite de ces jets en fonction des runes et tout. Petit bémol, d'après moi en tout cas, c'est très important d'avoir les dés officiels. Il y a sûrement une application ou quelque chose comme ça qui va sortir, ou qui est déjà sorti. Sur Foundry, il y a les dés notamment, tout ça. Mais voilà, pour moi, c'est assez important d'avoir les dés officiels pour avoir les runes dessus, ou alors de modifier un set de dés pour mettre les runes. C'est possible aussi. Bon, après tout, des sets de dés, on en a tout le tour du ventre, on sait jamais quoi en faire, on peut bien en sacrifier un pour ça. Il suffit d'un dé 12 et quelques dés 6, c'est pas ça qui devait manquer. Et puis voilà, une fois que vous avez ça, après ça va bien. Mais bon, le système, je le trouve sympa. Par contre, je trouve qu'il est pas si léger que ça. La base est assez simple, mais là, j'ai vraiment dû faire un effort dans cette vidéo pour essayer de vous le synthétiser. Parce qu'il y a beaucoup de petits systèmes un peu à droite à gauche. Entre l'aventure, entre la phase de conseil, les jets normaux, le combat. Enfin, tout ça, franchement, c'est assez compliqué à synthétiser. C'est aussi une des raisons pour laquelle je suis en retard, c'est que j'ai mis du temps à essayer de me dire, est-ce que je parle de ça, est-ce que ça je le mets de côté, voilà. L'espoir, l'ombre, machin, les crises de folie. Il y a quand même beaucoup de choses. Et c'est un système qui est aussi assez compliqué au niveau des réussites. Alors ça pour le coup, je rejoins tout à fait mon camarade Frédéric de la chaîne, alors c'était Harlequin et Roleplayer et maintenant c'est la chaîne Enjeu, qui a fait une vidéo aussi sur One Ring, et je suis assez d'accord avec lui au niveau des réussites. Alors ça, il y a un petit tweak dans le jeu. En gros, je vous ai dit, le seuil de réussite c'est 20 moins votre attribut. Eh bien, oui, mais ça donne quand même des résultats assez compliqués à avoir. Moi en partie, on a quand même eu assez de chance, donc ça allait. Mais le jeu le dit clairement, il y a un petit encart qui dit attention, les jets peuvent être un peu durs. C'est fait pour de la longue campagne, donc pour avoir le temps que votre personnage évolue, qu'il acquiert plus de skills, donc qu'il fasse des phases de fellowship, donc des phases de fraternité, pour pouvoir comme ça se déployer et donc que les jets deviennent de plus en plus faciles. Mais le jeu vous prévient, attention, c'est quand même assez dur du moins au début. Donc si jamais vous voulez simplifier un peu la chose, vous pouvez partir de 18. Donc vous faites 18 moins votre rang en attribut, et dans ce cas-là, ce sera un peu plus simple, c'est sûr.
Voilà, donc je suis assez d'accord avec lui là-dessus, les jets sont assez durs, du moins pour commencer. Voilà pour le système de jeu. Maintenant, qu'est-ce que je pense du jeu en soi vraiment? La fois, j'ai fait une critique assez élogieuse, mais je voulais vraiment que vous compreniez que c'est une très bonne adaptation des écrits de Tolkien, du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Donc, moi, c'est sûr que j'y jouerai pas en campagne, etc. Mais je peux comprendre qu'il y en ait qui prennent leur pied, et parce que c'est un très bon jeu, mais pour moi, c'est une très bonne adaptation pour faire du Seigneur des Anneaux ou du Hobbit. Mais si on veut s'écarter un petit peu, ça devient un petit peu plus compliqué. Il faut commencer vraiment à réfléchir par soi-même, à aller chercher vraiment ce qu'on a besoin. Pour moi, le système qui illustre parfaitement ça, ça va être le système optionnel qui consiste à attirer l'attention de l'œil. Alors, pour moi, ça me fait fortement penser à une scène dans Le Retour du Roi, et d'ailleurs, je vous la mets maintenant. Voilà, moi cette scène j'ai toujours trouvé absolument ridicule. On dirait que Sauron se transforme en phare de gardien de prison et que si on rentre dans la lumière on va vite être repéré. J'ai toujours trouvé ça bête, mais bon, c'était aussi des choix de réalisation et c'était pas très facile de mettre cela en scène. Mais ce système optionnel là, je le trouve un peu étrange parce que nos héros, à ce moment-là, ils sont pas censés lutter activement contre Sauron normalement parce que c'est pas encore l'heure, c'est pas encore la chose. Enfin, je veux dire, ils vont pas rentrer en possession de l'anneau unique normalement du moins. Donc, si vous décidez de mettre en place ce système-là, il va vraiment falloir vous casser la tête pour le rendre un peu crédible. Pourquoi est-ce que Sauron, qui n'est peut-être même pas encore sous forme d'œil au moment où vous allez jouer, il va falloir aussi tweaker avec ça. Voilà, c'est un petit peu une métaphore au final. Il faut pas forcément s'arrêter au c'est l'œil qui regarde comme ça. C'est un petit peu là, en tout cas je trouve, faut faire un petit peu preuve d'imagination, mais c'est un peu tiré par les cheveux. C'est le concept, voilà, d'attirer l'ombre sur vous. C'est un système que je trouve très sympa et qui m'a d'ailleurs fortement plu dans Against the Dark Master. Mais là, on est dans un autre trope. Parce que là, dans ce cas-là, c'est clairement fait pour jouer le Seigneur des Anneaux, le scénario des livres. Donc, pour moi, c'est un peu étrange. Il est où l'intérêt de rejouer Le Seigneur des Anneaux ou de rejouer Le Hobbit? Voilà, pour moi, il n'y a pas forcément d'intérêt à faire cela. Mais tout est en place pour que vous... et tout vous rappelle, en fait, les films, les livres, etc. Parce que, voilà, les phases de conseil, on voit clairement que c'est le conseil d'Elrond. Le coup d'attirer l'œil, on voit que c'est Frodo qui met l'anneau à son doigt. Les phases de... les patrons, c'est clairement Gandalf qui vient chercher les gens. Pour les trésors, ça fait rappeler ce qui s'est passé à Erebor. Pour le pétage des câbles, ça fait forcément penser à Boromir. Voilà, donc tout en fait te fait rappeler les livres et les films, ce qui évidemment est fait exprès, puisque c'est une adaptation d'une œuvre littéraire. Donc, d'après moi, c'est pour ça que quand on me dit oui, mais regarde, c'est pour faire du Seigneur des Anneaux, j'ai envie de te dire, no shit. Enfin, oui, c'est logique, c'est écrit dessus. Donc voilà, on peut pas vraiment jouer dans les terres du milieu comme on le veut. On peut jouer dans les terres du milieu suivant les écrits de Tolkien. Voilà. Ça, en tout cas, c'est ma conclusion finale, et c'est une conclusion qui me gêne un petit peu, c'est un point qui me gêne, mais moi, de toute façon, comme je l'ai dit, c'est un jeu auquel je ne jouerai pas en campagne, etc., puisque je ne joue pas dans les univers aussi connus que ça. Je pourrais jouer, notamment, j'attends Terminator, je pourrais jouer dans un univers comme Terminator, ou comme dans Alien, par exemple, parce que déjà, les gens connaissent beaucoup moins, il n'y a pas de trop de gatekeeping là-dessus, puis c'est des univers que je connais mieux aussi, mais c'est vrai que voilà, moi c'est un univers que je peux trouver un peu lourd à maîtriser, mais je suis content quand même de le voir sur le marché. Je trouve que c'est un excellent jeu si on accepte tous ces principes de base là. Voilà, en attendant de nous revoir, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ça a été très compliqué à faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez vous aussi de One Ring, à rejoindre le Discord si jamais vous ne l'avez pas déjà fait, à vous abonner, évidemment, activer la cloche, me suivre sur les réseaux sociaux si jamais c'est pas déjà fait. Pareil, j'en ai un tas, je vais essayer de les animer un petit peu plus souvent, j'avoue que notamment Instagram, des fois je slack un peu. Et puis voilà, donc n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut.